Eh bien voilà, retour sur ce plateau, chers amis. Aujourd'hui, nous parlons du mécanisme de financement des partis politiques au Bénin. Conformément aux recommandations issues du dialogue politique au Bénin, la loi portant financement des partis politiques a vu le jour à l'hémicycle grâce à un vote à l'unanimité des députés pour son adoption le jeudi 14 novembre 2019, j'y arrive. La loi portant financement des partis politiques définit ainsi les conditions et modalités du financement public des formations politiques, ce qui vient ainsi compléter leurs ressources privées. En outre, un décret en date du 22 juillet 2020, le président de la République a annoncé le montant mis en place pour le financement des partis politiques. Annonce qui fut matérialisée par la Cour électorale nationale autonome, Sénat, le jeudi 5 novembre dernier à travers un partage de 1,5 milliard de francs CFA entre les formations politiques concernées. Quel est dès lors le sens qui se cache derrière le mécanisme de financement des partis politiques du Bénin? C'est la question que nous nous posons par ici sur ce plateau ce matin. Et pour en parler justement, nous recevons pour vous M. Serge Defodji, acteur politique, membre fondateur du Bloc républicain. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. C'est un réel plaisir aussi pour moi. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi une loi de financement des partis politiques? Merci pour la question et pour l'opportunité que vous nous donnez. Il faut dire que le Bénin a fait un pas de géant dans tous les pays sérieux pour régler le problème de la transhumance politique, pour régler le problème de l'éducation politique. Il importe que nous allons vers les grands regroupements. C'est donc une sorte de logique qui amène donc le gouvernement, après la réforme du système partisan, à mettre aussi en place une politique de financement de ces partis politiques afin d'éviter les marchandages de ces partis de la part des hommes d'affaires et autres. Nous ne sommes pas sans savoir que qui dit un parti politique dit forcément de moyens pour pouvoir mener des activités, pour pouvoir aller aux élections. Qui dit je vais aux élections également, c'est de l'argent, on est d'accord. Puisque un parti politique, par définition, clairement, c'est quoi? C'est aller à la conquête du pouvoir et son exercice. Et donc, on ne va pas à la conquête du pouvoir les mains vides. Même si ce n'est pas pour aller acheter la conscience des électeurs, il y a des choses forcément qu'il faut acheter, comme les logos, comme la caution et bien d'autres choses. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train, déjà dans les grands rassemblements qui vont bénéficier de la subvention de l'État. Et en plus de ces choses, ils auront également les cotisations des membres de chaque parti politique. Et donc, c'est pour cerner le milieu politique, le milieu partisan, que justement le chef d'État, le président Patrice Talon, a envisagé financer ces partis politiques afin de leur ôter carrément du joug de marchandage politique. Un parti politique peut-il fonctionner sur la base des frais d'adhésion et des cotisations de ses militants? Juste ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand vous lisez même les statuts et règlements intérieurs d'un parti politique, il y a forcément une partie, on parle des donateurs. Donc, si le parti se tient juste sur ces détails, il aura beaucoup de difficultés à atteindre certains objectifs. Toutefois, si on se tient à ça, là, on pourra quand même... on va aussi régulièrement tous les membres de ce parti-là essaient d'honorer leur engagement de paiement, comment dirais-je, de leur cotisation. Alors là, ça peut permettre. Mais au Bénin, jusque-là, très peu de personnes arrivent à cotiser comme cela se doit. Et donc, ça reste un autre problème, même si aujourd'hui, là, nous sommes en train d'aller vers cette éducation politique, voilà, au sein des partis politiques. Si ce n'était pas une pratique, il est vrai que dans tous les statuts et règlements intérieurs des partis politiques, même antérieurement, il y a toujours cette mention-là. Ils font cas de ce que et les membres devront payer, non pas forcément quotidiennement, mais mensuellement ou annuellement, une cotisation. Mais personne ne paie parce que c'est un individu.
qui a pris la responsabilité aussi parce qu'il s'est trouvé mature, capable de créer un parti politique, il crée. Il en crée, donc c'est pour, on voyait des partis de quartier, de famille même. Et donc c'est comme ça se passait. Mais aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui puisse dire tel parti m'appartient. Le parti appartient aux membres fondateurs et à ses adhérents. Il n'y a plus, voilà, c'est le parti de telle personne, c'est ce qu'il dit, non, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller, ou bien je vais dire, nous sommes déjà dans le système partisan qui a consacré la forteresse des tests au sein des partis politiques au détriment des hommes. Très bien. Alors, quelles sont les conditions prévues par la loi pour que les formations politiques bénéficient du financement? Oui, les conditions sont là. Il faut d'abord participer à une élection et arriver à réunir un certain nombre de pourcentages clairement définis par la loi. Et donc, dès lors, vous allez pouvoir... Donc, il faut dire que tous ceux qui arrivent à avoir des élus dans le pays, c'est-à-dire un parti arrive à avoir des élus reconnus par l'État, c'est-à-dire avant d'avoir des élus, il faut savoir qu'il faut avoir un certain nombre de pourcentages, 10% au niveau national, du suffrage exprimé au niveau national. Donc, dès lors, vous pouvez bénéficier donc en conséquence du nombre d'élus que vous avez, le financement public. Expliquez-nous, je vous prie, le dispositif de partage des finances qui fait état de 40% du financement allant aux partis politiques comptant des députés et 60% aux partis politiques comptant des élus communaux. Oui, mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est un peu comme une règle de 3 qu'il faut faire exactement pour avoir la répartition convenable. Il n'est pas dit que, par exemple, aujourd'hui, nous avons trois partis représentatifs sur l'anderno politique béninois. Et ces partis, on va faire les règles de 3 en conséquence du nombre d'élus disposant, que chaque parti dispose. Et donc, le problème ne va pas se poser. Chacun sait exactement le calcul, parce que le calcul n'est pas associé. Il ne relève pas de la bonne volonté, par exemple, du président de la Sénat, de décider de combien donner à tel ou tel parti. Les règles sont là, il faut les appliquer, c'est tout. Quelles sont les sources de financement du bloc républicain auquel vous appartenez? Oui, au bloc républicain, il faut dire que c'est la cotisation d'abord, notre première source de financement, c'est la cotisation. Finalement, vous cotisez? Oui, nous cotisons. Déjà au sein du bloc républicain, ça devient déjà une réalité. Il faut dire que les responsables à des niveaux donnés aussi et participent activement. Quand je veux dire, c'est que les ministres qui sont du bloc républicain, les députés du bloc républicain, c'est des gens aussi qui cotisent, je ne vends aucun secret, qui cotisent mensuellement pour la vie du parti. Donc voilà notre source de financement aujourd'hui. Et par nos efforts, nous sommes retenus parmi les 3 partis qui vont bénéficier de ce financement public. Et nous estimons que ça va beaucoup changer de choses. Ça va aussi nous aider à entretenir au mieux l'école politique du Parti Bloc républicain. Alors, qui sont ceux qui ont qualité à financer les partis politiques? Qui sont ceux-là qui sont qualifiés? Il faut dire que tout individu acceptant, partageant les idéologies d'un parti donné peut, de façon volontaire, prendre l'initiative de financer un parti politique. N'importe qui en fait. Mais il y a un processus pour le faire. Il n'y a plus question parce que j'ai les moyens, je vais financer un parti politique. Alors là, je vais appeler peut-être, si je prends le bureau républicain, j'appelle le ministre d'État, le secrétaire général national du Parti Bloc républicain, je lui remets le chèque, ce n'est plus comme ça. Donc il y a des processus pour devenir, par exemple, donateur du parti. Il y a des processus pour venir en aide de façon peut-être officieuse au parti politique. Et ce don, aujourd'hui, n'impose plus une certaine pression au parti politique. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un don, vous le faites, mais sans espérer forcément quelque chose en retour. C'est parce que vous avez partagé forcément l'idéologie de ce parti-là. Et voilà, et vous êtes dit, bon, il faut les accompagner dans l'atteinte de leur... Il faut le dire, l'idéologie précède bien évidemment toute victoire politique.
Et donc, avant de financer les partis politiques, il faut voir quelle idéologie ils suivent, qu'est-ce qu'ils veulent défendre, lorsqu'ils vont à conquérir le pouvoir, et voilà. Alors, pourquoi un conseil des ministres pour statuer sur le décaissement à la place d'une loi de finances comme prévu par la loi de financement des partis politiques? Je vous ai compris réellement. Pourquoi Oui. Un conseil des ministres pour statuer sur le décaissement à la place d'une loi de finances comme prévu par la loi de financement des partis politiques? Il faut dire que cette décision, il y a un cas particulier dans lequel on peut en réalité prendre ce genre de dispositions pour pouvoir faciliter les choses. Et donc, c'est l'intention claire du gouvernement était de ne pas alourdir le processus de financement des partis politiques. Très bien. Alors, dites-moi, souvent en matière de financement des partis politiques, on soupçonne des mains invisibles comme des mains d'hommes d'affaires, d'opérateurs économiques, de politiciens, de chefs d'État étrangers et bien évidemment de multinationales. Vous confirmez? Non, aujourd'hui, il n'y a plus question de main invisible. Je l'ai dit, n'importe quelle personne. Quand on dit donateur d'un parti politique, ça dit quoi? Vous pouvez sympathiser le parti, vous pouvez ne pas être militant. Et lorsque vous partagez l'idéologie du parti, vous pouvez... le processus est là. J'ai dit, il n'y a plus personne. M. Serge Desforges, que je suis membre fondateur du Bloc républicain. Je connais un homme d'affaires à l'Outre-mer. Alors là, il m'appelle, il m'envoie de l'argent par le Bloc républicain. Ce n'est plus ça. Ce n'est pas possible. Le Bloc républicain a un compte bancaire. Et si vous voulez verser de l'argent dedans, il faut avoir le numéro du compte bancaire. Et puis, vous faites les formalités. Vous justifiez même pourquoi. Donc, il n'y a plus de l'anonymat, il y a de la traçabilité. Aujourd'hui, avec ce que peut-être beaucoup ne savent pas, aujourd'hui, quand les partis politiques font n'importe quelle activité, ils font un rapport documenté. Il n'y a plus, voilà, nous avons acheté telle chose, on justifie. Et on dépose même ça au niveau de la Cour des comptes. Et donc, c'est un truc très organisé, c'est pour assainir véritablement le milieu. Et donc, s'il n'y a plus, on donne l'argent et puis on ne sait pas, les mains invisibles, non, c'est les mains visibles maintenant qui peuvent venir, ils peuvent ne pas être militants, ils peuvent être juste des sympathisants et voilà, qui trouvent que l'idéologie du parti les arrange bien et puis ils viennent au secours à ce parti politique-là. Très bien. Alors, selon les dispositions de l'article 5, alinéa 2 de la Constitution, oui, le montant alloué au financement des partis politiques ne peut diminuer d'un exercice budgétaire à un autre. Dans quel cas alors l'allocation pourrait être réduite? Ne peut. La loi dit ne peut diminuer d'un exercice. Donc ça veut dire quoi? Les gouvernants devront faire de sorte que ce financement ne va pas souffrir d'une certaine diminution hasardeuse. Pourquoi est-ce que sûrement le législateur a su corriger ou bien mettre ses garde-fous? C'est quoi? On peut dire qu'une volonté politique, parce que peut-être il n'a pas un parti politique ou bien assez de partis politiques représentatifs pour en bénéficier de ce financement, se permet tout simplement de faire quoi? De diminuer considérablement les fonds alloués à ces partis-là. Et donc, la loi est prise pour empêcher ce genre de choses. Quoi qu'en soit la loi de finances, vous devrez déjà prendre votre disposition pour pouvoir faire cela. Parce que nous sommes dans un État démocratique et quand on parle de la démocratie, il faut faire automatiquement allusion à l'animation de la vie politique. Et l'animation de la vie politique aujourd'hui devront être faite par les partis politiques, régulièrement enregistrés. Et donc si ces partis politiques n'ont plus de moyens, ils vont commencer par nous allons revenir encore sur les vieilles pratiques et avoir des hommes invisibles, des mains invisibles qui vont financer, qui vont commencer par mettre d'autres pressions et ils vont commencer par faire des choses à dessein. Justement, quand vous dites ça, la main qui a financé attend un retour financier, n'est-ce pas? La main qui a financé attend un retour financier une fois les bénéficiaires... Si c'est de façon légale, n'attend pas forcément un retour financier. Nous, par exemple, je m'investis dans beaucoup d'ONG au Bénin, mais je n'espère rien en retour.
Il y en a qui ne savent même pas que c'est moi qui suis derrière. Et donc, la main qui donne n'attend forcément pas quelque chose en retour lorsque vous le faites pour la bonne cause. Donc, le processus aujourd'hui, il n'y a plus je finance. Même pas, même pas les marchés gré à gré. Là, je crois que la personne aurait fait pièce figure. Ce n'est plus le processus pour avoir les marchés. Il faut avoir un bon dossier. Il faut être à la hauteur de la prestation que l'État veut. Et là, vous postulez normalement comme tout le monde. Et si on vous retenait, votre dossier est bon, on vous passe. Mais il n'y a plus de copinage. Il n'y a plus d'amitié, oui, parce qu'il avait financé notre parti politique. Il faut lui permettre, s'il peut permettre ça, il n'y en aura plus. Quels sont les mécanismes? C'est les objectifs en réalité de la révision de la charte des politiques politiques, du financement des partis politiques et autres. Oui, parlons de ça, entre parenthèses. Quel est votre avis sur la corruption? La corruption, il faut dire que, de façon générale, hein, depuis 2016, ça a diminué considérablement. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus la corruption au Bénin, mais considérablement, on a peur aujourd'hui de bouffer. On a peur, on regarde à gauche et à droite avant de prendre un peu. Et c'est que tu vis encore dans une peur permanente de ce que du jour au lendemain, tu peux voir les hommes en tenue kaki, les policiers débarquer pour vous demander des comptes. Donc, cela signifie que ça continue quand même un peu. Oui, de toutes les manières, oui. Il faut avoir le courage de le dire que nous ne pouvons pas mettre, si on veut être honnête et conséquent envers nous-mêmes, dire qu'il n'y a plus du tout pas de la corruption. Mais il faut dire qu'au niveau de l'administration publique, il y a un respect qui arrive et le gouvernement est en train de faire de sorte qu'il n'aura même plus possibilité aux agents d'État d'être en contact forcément des gens là pour créer les tentatives de corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir casier judiciaire, les gens peuvent glisser la patte rapidement pour recevoir leur casier en une journée. Mais aujourd'hui, de loin, depuis votre maison, vous pouvez avoir votre casier judiciaire. Est-ce que vous irez en contact du personnel judiciaire avant d'avoir ce sésame? Ce n'est pas évident. Vous voyez un peu, donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour éradiquer plus ou moins la corruption. Est-ce qu'on peut même éradiquer, si des pays encore comme les États-Unis continuent pas à dire qu'il y a la corruption? Vous avez vu l'élection présidentielle aux États-Unis. Le président Trump n'a cessé de dire qu'il y a eu de corruption, il y a un État même qui est un État par excellence de la corruption. Et donc, si la première puissance mondiale, des gens là-bas, il y a la démocratie, nous prenons cette démocratie-là comme exemple. Et donc, mais les gens continuent pas à dire ces choses-là. Ce n'est pas sous nos cieux ici que nous allons dire qu'il n'y a plus du tout cela, mais beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et les Béninois ont commencé par comprendre qu'il faut faire les choses beaucoup plus honnêtement. Et voilà, il faut mériter avant d'avoir un certain nombre de choses. Cette déclaration du président Trump n'a pas été prouvée du tout. Il n'y a aucune preuve justement qui sous-tende ou soutienne ces déclarations. Mais c'est des propos, c'est ma foi, africains. C'est souvent dans les pays africains que nous apprenons ce genre de choses où on conteste les élections. On a compris que dans la première puissance mondiale, on peut également contester une élection et traiter tout un État d'État par excellence de corruption. Jusqu'à ce qu'il y ait preuve, on considère des allégations qui ne fondent pas. Oui, même si ce sont des allégations qui ne fondent pas encore, il est question quand même de dire que si celui qui a eu la chance de diriger la Maison-Blanche arrive à traiter son État de cette manière-là, même s'il ne peut pas justifier, mais on peut quand même lui accorder... on peut savoir que c'est une voix autorisée qui l'a dit. C'est pas n'importe qui. Mais connaissant ces pays, vous savez, tout comme moi, que justement, il y a lieu d'avoir des preuves de ce que l'on avance avant que l'on ne tienne compte de ces allégations. Ceci étant dit, le ministre Alain Orunla a dit, je cite, « Les fonds décaissés, parlant du financement des partis politiques, sont suivis par l'État ». Je pense que vous êtes informé de cela. Alors, ma question, c'est quels sont les mécanismes de contrôle et de suivi qui existent pour cadrer l'utilisation des fonds? Tout à fait. Je l'ai déjà dit dans mon intervention. J'ai dit qu'il n'est plus question aujourd'hui
On veut faire une activité, à la fin de l'activité, on fait un rapport pour dire on a dépensé 100 millions et c'est fini. On fait un rapport documenté et on dépose ça à la Cour des comptes. Donc, c'est comme ça l'État suit les partis politiques. Et aujourd'hui, là, quand un individu, un membre d'un parti politique prend l'argent du parti et pas, on peut le poursuivre. On peut le poursuivre. Donc, les partis sont contraints aujourd'hui de justifier point par point comment est-ce qu'ils ont effectué les dépenses liées. Et ça va de même mais aussi bien pour, comment on appelle, leurs propres cotisations, ils doivent justifier. Ils vont justifier également le financement de l'État. Il n'y a même plus seulement les cotisations ou bien le financement seulement qui vont justifier, non. Tout ce qui n'est pas dans les partis politiques, on fait aujourd'hui le rapport documenté. Bon, ma foi, c'est ce que nous faisons quand même au sein du Bloc républicain. Alors, selon vous, quels sont les besoins financiers d'un parti politique en temps normal puis en période de consultation électorale? Beaucoup. Les financements divers d'une période à l'autre. Le financement, d'abord, généralement, on dit l'animation de la vie politique. Ça ne se fait pas les partis politiques. Ça veut dire que tous les jours, les partis peuvent sortir et s'exprimer sur ce qui se passe dans le pays. Et donc, on a besoin de moyens pour cela. Il y a la formation au sein des partis politiques, formation des jeunes et tout. Et donc, continuellement, il faut organiser des colloques, des forats, un certain nombre de choses pour outiller les militants de certaines choses. Il y a également la participation aux élections. Et donc, quand un parti politique décide d'aller aux élections, immédiatement, il faut penser d'abord au paiement de caution. Il faut prendre les discussions par rapport au logo et tout. Il faut penser aux représentants par bureau de vote des partis politiques. Et voilà. Et donc, c'est les besoins cruciaux que les partis politiques présentent de façon permanente. C'est ça. Que répondez-vous à ceux qui assimilent les partis politiques à des groupes de tontines? Non, mais ça, c'est un groupe de tontines. C'est une allégation. Je ne sais pas ce qui fonde, ce qui pousse les gens à dire que non. C'est comme les associations. Il n'y a pas seulement que les partis politiques. Même les ONG qui courent les rues aujourd'hui, dans les statuts et règlements intérieurs, on met toujours qu'avant d'adhérer, on doit payer telle chose. Il y a aussi une cotisation mensuelle. Ça veut dire qu'ils vont aussi assimiler toutes les ONG, toutes les organisations, sans exception de quoi donc vous avez dit quoi? Groupe de tontines? Groupe de tontines, non. Ça, c'est une idée un peu basse. Et il faut qu'on réfléchisse un peu plus que ça et savoir tenir des débats un peu intellectuels et responsables en fait. Eh bien, ce sont l'avis justement de ces personnes-là et puis les avis, vous savez, ils diffèrent d'une personne à l'autre. Non, mais l'avis, ça veut dire que c'est une méconnaissance catégorique du fonctionnement de partis politiques, mais de ce que c'est qu'un parti politique. Encore que nous sommes dans un pays démocratique où il faut élire des gens. Or, les partis qui vont pour conquérir le pouvoir, ceux qui veulent gérer le pouvoir. Et on dit tontine. C'est une réflexion basse. Et il faut quand même qu'on rehausse un peu le niveau pour quand même aspirer, rattraper les pays développés que nous citons avec aisance en exemple. Eh bien, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Monsieur Serge Defodji, quel est votre message à l'endroit de ceux qui nous écoutent? Mon message, tout clair, c'est que les gens comprennent, parce que ça dit partout, et que c'est pour une raison que j'ignore qu'on est allé à la révision de la Constitution, qu'on a révisé également la charte des partis politiques, le financement des partis politiques. Il y a d'autres qui disent qu'il y a beaucoup de choses qui devront être faites, mais que les gens ont négligé pour financer les partis politiques. J'en riais, je disais, mais ça veut dire que nous n'avons pas réellement connaissance encore. Nous n'aspirons pas encore à se développer un jour. Pour le développement de tout pays, il faut forcément la volonté politique. Et comme nous l'avons dit, il y a ce qui est derrière la réussite d'un
parti politique, mais d'un homme politique, il y a beaucoup de choses. Et pour régler le problème, par exemple, de transhumance politique, de marchandage politique, il faut forcément financer ces partis-là afin qu'ils ne soient plus tentés de faire ce genre de choses. Et donc, ce que le président Patrice Talon est en train de faire, ce n'est pas forcément eux, ils ne voient pas encore, mais au bout de 3 ans, je crois qu'au cours des 5 prochaines années qu'il aura encore, par la grâce divine, oui, il va revenir à coup sûr, il fera un chaos. C'est clair parce que le peuple béninois, que veuille ou non, il y a des gens qui se disent, quand on est de l'opposition au Bénin, c'est à croire que c'est les gens de l'opposition qui représentent le peuple. Et nous qui nous réclamons de la mouvance ne sommes pas du peuple. Mais nous comptons quand même sur nos parents, nos militants, tous ceux qui travaillent avec nous. Et nous savons que nous voyageons à travers le pays et nous entendons ce que les gens disent. Ils vont voir clairement que le peuple ne leur donnera même pas la chance d'aller encore à un second tour. Est-ce justement à cause de ce que vous entendez que vous avancez qu'il reviendra à coup sûr, je cite, et qu'il fera un chaos? Oui, j'ai dit juste par la grâce de Dieu, parce que tout dépendra de Dieu. Outre que ça, il faut dire clairement que le chef d'État est sur la bonne voie. Et le peuple qui comprend aisément les dispositions qu'il est en train de prendre pour le futur. Parce que lui-même, il a dit, je travaille très peu pour nous aujourd'hui, mais qui travaille beaucoup pour le futur. Ce qui se passe, c'est pour le futur. Et nous savons que nous allons nous organiser, travailler d'arrache-pied. Quand on dit chaos, ce n'est pas une incantation. Nous travaillons pour que cela soit une réalité. On le fera. Eh bien, au moment opportun, j'espère qu'on vous aura à nouveau sur ce plateau. En attendant, merci à vous, Monsieur Serge Defodi. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre fondateur du Bloc républicain. Merci d'avoir été des nôtres. Le plaisir est grand. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très vite par ici. Nous raccompagnons à présent notre invité et nous allons faire un tour du côté de la régie publicitaire. ESM Bénin, École supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'École supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur le site de Kourounou, face au stade de l'Amitié, et à Calavi, Carrefour Zopa. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Habitants de la commune d'Abomey-Calavi et environ, plus de soucis pour vos besoins d'achat de matériaux de construction de qualité. L'établissement PVP, Plomberie Vouloir ses pouvoirs, met à votre disposition plusieurs gammes de matériel à des prix défiant toute concurrence. Vitriers, plombiers, électriciens, maçons, menuisiers, vous qui exercez dans le bâtiment, venez découvrir les merveilles que vous apporte l'établissement PVP et vous ne serez pas déçus. Nous étions dans la plomberie. Depuis Tampin, nous sommes encore à Tocan sur la voie de Wedo, en face de l'ex-pharmacie Saint-Pio. Et ici, nous sommes à Glo, à Gransa. Ici, c'est la quincaillerie générale, de ciment jusqu'aux peintures. Nous faisons la marque Ingeco. Nous vendons tous les outillages marque Ingeco. Donc, tout ouvrier qui va rentrer dans PVP à Gransa ont trouvé leurs matériaux. À PVP, c'est la vente des matériaux électriques, des appareils sanitaires de dernière génération, des chauffe-eau solaires et électroniques, des outils de travail de marque internationale Ingeco. L'établissement PVP vous propose également des services de prise en charge de la construction de vos maisons, de la fondation jusqu'aux travaux de finition. Nous avons des équipes ici, de techniciens jusqu'aux peintres. Nous avons une équipe de construction ici et tout ce qu'ils veulent qu'on leur construise des maisons. Quand ils viennent nous voir, on peut s'arranger et
quand on va commencer, c'est la clé seulement qu'ils vont prendre. En cette période des fêtes de fin d'année, l'établissement PVP lance une promotion à travers le projet dénommé Construction pour tous. C'est 20% de réduction sur tous vos achats. Parlant du projet Construction pour tous, nous voudrions garantir à toute la population béninoise et surtout à nos frères de la diaspora la construction de leur maison sans stress et sans peur de se faire gruger. Venez donc construire votre maison avec l'établissement PVP pour une durabilité plus sûre. Avec PVP, offrez-vous un bâtiment en or grâce à des matériaux de qualité. C'est la santé que je souhaite pour tous mes clients. Je profite de l'occasion pour formuler des vœux à mes parents aussi, à mes amis, à ma femme et à notre président de la République et les ministres et les députés. J'ai découvert PVP que j'ai pu adopter depuis lors, puisque j'ai l'opportunité d'avoir en un temps record ce dont j'ai besoin pour les questions de sanitaire, pour les questions de plomberie, et surtout pour ce qui nous embête, nous autres qui ont des forages à domicile, c'est de pouvoir avoir toutes les pièces de rechange qu'il faut, surtout lorsqu'on fait l'entretien périodique donc, de nos forages.